Moi, je m'appelle Charlotte Cesari. Je suis doctorante en 4e année en sciences de l'information et de la communication. Et mon sujet de thèse s'intitule La place de la femme dans l'espace public en Corse et en Méditerranée. Je travaille sous la direction de la professeure Françoise Albertine et je suis très contente de pouvoir parler aujourd'hui et de donner la parole à Scheherazade aussi d'une certaine façon. Donc, Scheherazade n'est pas méditerranéenne. Évoquer Scheherazade, c'est d'abord évoquer le sensoriel. On pense aux parfums orientaux, à une chevelure dense, aux bijoux. On pense à l'idée occidentale de la femme arabe, à un fantasme muet traînant avec lui les stéréotypes orientaux. Ainsi s'insurge Fatima Mernissi, qui est une sociologue marocaine, qui combat la réduction d'un mythe libérateur à un rêve d'exotisme. Par là, la sociologue se dresse contre l'ethnocentrisme en tant qu'il est vecteur de misogynie. Le désir de libération des femmes, je la cite, n'est pas une idée importée de Paris ou New York, mais bien une idée endogène à la dynamique arabe et musulmane et qui a mûri au sein des grandes antres de la pensée musulmane. Ce qu'elle explique ici, c'est le problème de la déformation culturelle visant à caricaturer une culture, de sorte que ce qu'elle produit soit inspiré de l'extérieur. Il s'agit bien évidemment d'une forme d'ethnocentrisme dénoncée en tant que l'Occident voit l'Orient comme une terre vierge où tout reste à bâtir et où tout ce qui est bâti l'est grâce à l'Occident. S'intéresser à Scheherazade, donc, c'est s'intéresser à un personnage fondateur de la culture orientalo-musulmane, mais également au rapport entretenu par l'Occident avec les femmes. Rapport profondément androcentrique, c'est-à-dire un rapport construit sur une vision patriarcale où l'homme est au centre de toute analyse. L'androcentrisme est au cœur des discussions sur le genre. L'androcentrisme, c'est d'abord un mode de pensée qui vise à faire valoir uniquement le point de vue du masculin. Ainsi, le masculin devient universel, comme on le constate avec l'usage du mot homme pour définir l'ensemble des êtres humains. Il soulève donc à la fois des questions sur l'égalité entre hommes et femmes, mais également des questions d'identité, puisque de fait, la femme devient l'autre. Je pense qu'il est ici utile d'interroger la théorie du phallogocentrisme de Derrida, en tant qu'il est une dénonciation de l'androcentrisme dans nos systèmes de pensée occidentales. Le phallogocentrisme, je l'explique, est une contraction du logos platonicien, donc qui désigne le langage parlé ou écrit, et par extension la rationalité, la sagesse et la logique, et du phallus psychanalytique, lequel se distinguant de l'organe sexuel masculin puisqu'il symbolise pour les hommes comme pour les femmes la libido. Il s'agit donc de construire des schémas d'intelligibilité dont la pierre angulaire est l'homme et son désir. C'est une entreprise de déconstruction qu'entreprend Derrida qui est au centre de ses propos et nécessairement une entreprise de dénonciation qui trouvera néanmoins ses limites dans le langage. Il met en valeur la place centrale du phallus en tant que signifiant transcendantal dans la psychanalyse freudienne et lacanienne principalement, ainsi que dans la philosophie occidentale. Le problème étant, et c'est assez évident lorsqu'on s'intéresse à la question, que la femme n'est toujours définie que par l'homme. Freud allant même jusqu'à dire que le problème de la sexualité féminine est le manque de l'organe masculin, une sorte de jalousie inconsciente qui donne nécessairement un caractère de domination à l'homme. Le phallus comme signifiant transcendantal doit donc être pensé comme une notion symbolique qui définit l'ensemble de la sexualité des êtres humains. Ce qui nous emmène à constater que nos prismes d'analyse sont eux-mêmes phallogocentrés. La question posée est finalement la place de l'autre par rapport à ce logos sexué. L'autre, je l'ai dit tout à l'heure, qui est la femme. Il me semble que cette approche est nécessaire à la compréhension de la déformation du mythe de la sultane, qui n'est en Occident que beauté et mutisme, alors même que c'est par sa parole, par son logos, donc qu'elle échappe à la violence et sauve ainsi les femmes. La logique sacrificielle n'est bien évidemment pas étrangère au conte des Mille et une nuits. Mais rares sont les textes fondateurs où la parole est détenue par une femme et où la parole est pouvoir. La logique martiale est ainsi vaincue par les mots d'une femme. Pourtant, nombre d'Occidentaux ont dépeint Scheherazade aux qualités amoindries. Edgar Allan Poe n'hésita pas à la tuer, Matisse à lui couper la parole au profit d'une mise en valeur de sa beauté. La compréhension occidentale du mythe s'éloigne donc tragiquement du texte originel. On ôte à Scheherazade sa toute-puissance et par là, ce sont aux femmes qu'on ôte cette puissance.
Sous la plume de Pau, Scheherazade se soumet à la volonté du monarque et trouve du réconfort dans le fait de priver l'homme de sa parole. Je cite Pau. Comme elle savait que le roi était un homme d'une intégrité scrupuleuse et incapable de forfaire à sa parole, elle se soumit de bonne grâce à sa destinée. Elle trouva cependant, durant l'opération, une grande consolation dans la pensée que son histoire restait en grande partie inachevée et que, par sa pétulance, sa brute de mari s'était justement puni lui-même en se privant du récit d'un grand nombre d'autres merveilleuses aventures. Cet extrait représente les dernières lignes de la réinterprétation du mythe par Pau. La volonté de Scheherazade est mise de côté, sa puissance également, de sorte que son réconfort soit apporté par un esprit de vengeance, tout entier tourné vers son mari. Ce qui la soulage et lui permet d'accepter une mort violente, c'est de penser que son mari sera privé de plaisir, de sorte qu'elle admet son rôle d'objet de désir et que lui seul donne sens à son existence, mais également, donc, à sa mort. Je vais donc m'attarder sur la réception des Mille et une nuits en Occident, ainsi que son implication dans le regard porté sur la culture arabe. Scheherazade est-elle un symbole de la réappropriation culturelle? La particularité du mythe de Scheherazade est qu'il double les dominations, à la fois culturelles et masculines. Certains diront la nécessité de convoquer l'intersectionnalisme. C'est un concept visant à dénoncer à la fois les dominations de genre, de classe et de race. Il s'oppose donc de fait à une théorie universaliste, laquelle ne pourrait prendre en compte les particularités culturelles ou sociales des individus. Donc, la nécessité de convoquer l'intersectionnalisme pour résoudre cette double domination qui mêle sans aucun doute sexisme et racisme, l'un entraînant nécessairement l'autre. C'est-à-dire que l'origine de la sultane entraîne un mépris racial qui lui-même ouvre la voie du racisme. Je ne crois pas être trop radicale en interprétant l'ethnocentrisme comme une forme de racisme. S'il est indéniable qu'il est une forme de domination d'une culture sur l'autre, ou plutôt d'un sentiment de supériorité de la culture dite dominante, il est plus que probable qu'il soit également une forme de racisme. Il induit indubitablement la faiblesse de l'autre culture. La construction me semble être la même que le sexisme, pardon. L'autre est faible et nécessite secours ou correction, selon l'expertise du dominant. Il est peut-être un peu réducteur de résumer ainsi les relations culturelles entre l'Occident et l'Orient, mais c'est en tout cas ce que laisse présager la réception du mythe de Scheherazade en Occident. Au préalable, j'ai affirmé que le nom de Scheherazade est réduit au sensoriel dans notre imaginaire collectif, à un symbole de féminité exotique et évidemment fantasmé. En tant qu'objet de désir, Scheherazade range son voile, son visage et son corps sont dévoilés et prennent le pas sur sa parole. On la pousse au mutisme par la violence ou on la décrète muette. Les représentations artistiques de la sultane sont à mon sens les plus éloquentes. Avant, j'aimerais me pencher sur un passage de l'éducation sentimentale et sur le rêve de Frédéric à propos, je cite, de pantalons de soie jaune sur les coussins d'un harem dans une salle pleine de femmes à moitié nues. L'assimilation du harem à un lieu de fantasme est courante mais non moins étonnante. L'évocation de l'Orient est à la fois caricaturale et sexuelle. C'est pourquoi j'en viens à l'idée d'une double domination, à la fois raciale et sexuelle. Les femmes arabes sont, ni plus ni moins, que des objets de désir. Scheherazade ne déroge pas à la règle et se donne à voir, dans l'œil de l'Occident, comme un symbole de sensualité et de désir. Néanmoins, il est bon de noter la connotation sexuelle de l'ouvrage originel. En effet, le roi fut trompé par sa femme, décida de la tuer, elle ainsi que son amant. Sa fureur n'étant pas apaisée, il fit le choix de prendre chaque nuit une nouvelle jeune femme vierge pour la tuer au petit matin, jusqu'au jour où il ne resta plus de vierges. Soit elles s'étaient enfuies, soit elles étaient mortes, à l'exception de Scheherazade et de sa sœur. Ainsi, Scheherazade, courageuse ou téméraire, dit « J'aimerais que vous me donniez en mariage au roi Shahriar, ou bien je réussirai ma mission et j'arrêterai le massacre et je sauverai les gens, ou bien j'échouerai et je serai tuée comme les autres. » Le projet de Scheherazade fut mené à bien. Elle a raconté ses histoires pendant presque 3 ans, eu des enfants avec le roi. Ainsi a-t-elle arrêté le massacre et soigné la haine pour les femmes du roi. La sociologue Fatima Mernissi établit un continuum entre Scheherazade et l'ensemble des femmes arabes, lesquelles n'auraient pour arme que la parole. Effectivement, elles sont évincées de la politique, de la mosquée et sont cantonnées à la vie au harem, lequel n'a rien du bordel fantasmé par Flaubert. C'est un lieu de vie où se côtoient femmes et enfants, un lieu d'éducation, de tâches domestiques et, comme le souligne Fatima Mernissi, d'histoire.
Plutôt que de voir la parole comme une arme dite faible, il est juste, je crois, de la voir comme un véritable pouvoir. Il est peut-être hasardeux de faire le parallèle entre le mythe de Scheherazade et les événements de ces dernières années en ce qu'il s'agit de la libération de la parole. Pourtant, il me semble qu'il s'agit du même vecteur de libération. Le mouvement MeToo n'est rien d'autre en réalité qu'un mouvement de prise de parole. C'est par la parole que sont dénoncées les injustices, par la parole que les femmes parviennent pas à pas à l'égalité. Cette parole est corrélée à un dépassement de la peur. En effet, à l'instar de Scheherazade, la liberté n'a pu être acquise qu'à la condition de désobéir. Désobéir non pas à la loi, évidemment, mais désobéir à un ordre établi, à des règles tacites. C'est cela le système de domination, un ensemble de normes acquises a priori. Spontanément, on lit dénonciation, prise de parole et honte. Cette honte est fondamentale dans la culture arabe. C'est elle qui permet de savoir ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas être fait. Dans Rêve de femme, Fatima Mernissi explique que la paix sociale au Maroc est maintenue par les houdoud, les frontières. L'éducation est essentiellement axée autour de cette notion qui laisse entrevoir l'importance de la distinction entre hommes et femmes, entre intérieur et extérieur, entre les religions, etc. Les frontières permettent ainsi de délimiter les espaces publics et privés. Le voile, par exemple, impose des frontières entre le corps de la femme et l'extérieur. Le corps féminin est à la fois objet public et objet exclusivement privé, selon un traditionnalisme religieux conduisant nécessairement à la frustration et à une négation des libertés individuelles. Le sujet n'est évidemment pas ici le port du voile, mais il est révélateur de cette notion de frontière. Le harem n'est finalement rien de plus que la concrétisation, la matérialisation des frontières entre dedans et dehors, entre public et privé, entre femmes et hommes. De sorte que la parole, toute libre soit-elle, à l'intérieur des harems, ne peut être une parole libératrice. Elle peut l'être, et c'est une condition sine qua non, si elle est prononcée hors des frontières. Pour en revenir au mouvement MeToo, on s'aperçoit que la parole libérée n'a pu l'être que lorsqu'elle fut médiatisée et donc publique. C'est à une destruction des frontières à laquelle nous avons assisté en 2017, mais également à une négation de la honte. La honte n'est plus la parole, elle est devenue, par celle-ci, par la parole, celle des dominants. Ce message pourtant si contemporain est pourtant déjà contenu dans le conte des Mille et une nuits. Selon moi, il fut toujours parfaitement compris. C'est pourquoi nous, les Occidentaux, nous sommes empressés de museler Scheherazade. Le système de domination des cultures et des sexes ne pouvait guère accepter une liberté si soudaine venue d'Orient et de la bouche d'une femme. Lorsque j'ai choisi le titre de cette conférence, Scheherazade n'est pas méditerranéenne, ce n'est évidemment pas avec l'idée de nier son orientalisme. Au contraire, il s'agit de dévoiler les rouages qui ont permis cette réappropriation culturelle d'un mythe libérateur pour le réduire à un fantasme exotique somme toute dénué d'intérêt. Le combat d'intellectuels arabes tels que Fatima Mernissi ou encore la libanaise Joumana Haddad est fondamental pour permettre à la pensée occidentale de se transcender, c'est-à-dire pour se penser autrement que comme une pensée fondatrice et centrale. Il me semble que Scheherazade est une clé de voûte de la théorie du genre, en ce sens qu'elle a jeté les bases du féminisme en donnant le pouvoir à une femme. L'écrivain turc Livaneli a prononcé cette phrase: « Dans toute la Méditerranée, la notion d'honneur se situe entre les jambes des femmes. » Le romancier turc nous offre ici une peinture incisive du rapport qu'ont les cultures méditerranéennes aux femmes, ces femmes dont le corps est mystifié, dépossédé et idéalisé. Je ne crois pas avoir une illustration plus positive de cette citation que l'image de Scheherazade. Ce n'est pas sa sexualité, sa sensualité, ni même son genre qui lui ont permis d'abolir un système de domination injuste, injustifié et injustifiable, mais son esprit, ses histoires et ses mots. C'est par son intelligence, ni féminine ni masculine, qu'elle est parvenue à retourner un rapport de force qui semblait pourtant perdu d'avance. Cette reconnaissance de la sultane comme un être désexualisé est, je crois, un pas important dans la pensée occidentale et surtout pour la théorie du genre. Le conte des Mille et une nuits a la particularité de mettre sur un pied d'égalité hommes et femmes, mais aussi de donner à voir l'existence d'une relation homme-femme dénuée de tout rapport de force. Elle réussit à bannir la violence de l'homme par l'usage des mots et en fait ainsi un spectateur passif. Il devient celui qui écoute. Avec sa ruse, elle refuse la position de victime et avec elle, ce sont les femmes qui ne le sont plus. Elle rompt avec ce qui était un rite fatal, une voie sans issue. Elle change ainsi le cours des choses. Dans Rêve de femme, Fatima Mernissi affirme même que, je cite, « Les femmes de Scheherazade n'ont pas écrit sur la libération.
Elles sont allées de l'avant et l'ont vécu, dangereusement et sensuellement, et elles ont toujours réussi à se sortir des ennuis. Elles n'ont pas essayé de convaincre la société de les libérer, elles sont allées de l'avant et se sont libérées elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes rompu avec le patriarcat et avec un système de relations d'oppression et de domination. Seulement, le caractère libérateur et subversif de l'œuvre a été perdu lorsqu'il est passé en Occident. Le mythe est à la fois donc symbole de réappropriation culturelle pour plusieurs raisons et symbole du sexisme intrinsèque aux sociétés occidentales. C'est un symbole de réappropriation culturelle puisqu'est dénié son message originel, puisqu'il est réinterprété, puisqu'il est superposé à des fantasmes occidentaux. De fait, Scheherazade n'est pas méditerranéenne pour l'Occident. Elle est une méditerranéenne, une arabe rêvée, sexualisée et surtout muette. Plusieurs explications, sans doute, permettent de comprendre pourquoi la transmission a été travestie lors du passage de l'Orient à l'Occident. Une m'intéresse particulièrement, celle qui laisse entrevoir la volonté de l'Europe, entre autres, d'être à l'origine de toutes les révolutions et même de la liberté. Il est inconcevable pour l'imaginaire collectif qu'une avancée de tout ordre survienne d'ailleurs, et encore moins si elle survient de ce qui est jugé exotique et donc creux. C'est donc le système de pensée androcentrique et ethnocentré qui est à l'origine de la transfiguration de Scheherazade. Les représentations artistiques, on le sait, ont un impact sur l'inconscient collectif, lequel prend l'art pour référent. Il n'est pas inutile, je crois, de rappeler l'influence de l'art sur la société en tant qu'elle est représentation des mœurs, des normes et des systèmes de pouvoir. La nudité féminine, si souvent présente dans l'art, est peu représentative de pouvoir, sauf lorsqu'elle représente la République. On assiste bien souvent à une nudité passive, sexuelle, offerte. Il ne s'agit pas ici de refuser toute forme de nudité, et encore moins de la diaboliser, mais de mettre au jour l'usage qui est fait du corps féminin dans l'art. Si sexualiser un corps n'est pas criminel, cela devient problématique lorsque cela devient systématique et même systémique, c'est-à-dire au sein d'un système. De sorte qu'un corps féminin ne peut être considéré autrement que comme sexuel. L'art, finalement, n'est-il pas le garde-fou du sexisme? Cette question n'induit en aucun cas que l'art n'a ni caractère transgressif, ni qu'il n'est pas vecteur d'évolution. Elle invite seulement à une réflexion quant à l'impact de l'art sur les représentations féminines et masculines et ce que cela dit de nos sociétés. Le problème n'étant pas le corps nu, ni même encore le corps sexualisé, j'insiste, ni le corps couvert, le problème est l'enfermement dans un stéréotype qui s'avère socialement dangereux. Si l'on résume, l'art présente la femme comme un symbole de fertilité, ou comme un symbole de la bourgeoisie, ou comme un symbole de la sexualité, ou bien encore l'enferme dans des tâches dites féminines, toujours liées au care. Je crois que l'attrait des femmes pour les métiers du care s'explique, entre autres, par le fait qu'elles s'affirment ainsi en tant que femmes dans l'espace public, de façon cependant à ne pas contrarier leur capacité prétendument innée pour les tâches domestiques. Infirmières, assistantes sociales, professeurs, aides maternelles, etc. Les professions qu'elles occupent, qu'elles choisissent par vocation, sont tournées vers le soin ou le social. Les métiers de force ou ceux où il est nécessaire d'avoir une soi-disant autorité naturelle ne leur sont pas destinés et elles s'en excluent elles-mêmes. L'intériorisation de la vision sociale dominante fait donc son œuvre jusque dans le désir des femmes, jusqu'à faire valoir leurs choix comme des vocations, alors même que ceux-ci sont des produits de la société, des institutions, de l'histoire et de l'art. Scheherazade ne correspond donc absolument pas à ces critères féminins, ni aux critères artistiques au sujet du féminin. Il était donc tout naturel de la faire taire et de la sexualiser. Il est à ce stade difficile de nier l'implication de l'Occident dans le mythe de Scheherazade. Ainsi, en effet, n'est-elle plus méditerranéenne pour n'être plus qu'un produit culturel de consommation. Elle devient l'archétype, non pas de la femme arabe, mais du fantasme de la femme arabe, du fantasme exotique. Parler aujourd'hui, le 8 mars, de Scheherazade et de Fatima Mernissi est, je crois, très à propos. Cela permet de montrer la pénétration de l'androcentrisme jusque dans nos imaginaires, nos représentations et même dans notre agir. Cela permet également de mettre au jour la nécessité de considérer l'altérité et de se considérer comme l'altérité. Scheherazade n'est finalement pas méditerranéenne et n'a jamais été exclusivement méditerranéenne. Elle est une représentation féminine forte qui, si l'on ne la transgresse pas, dépasse les frontières culturelles. Elle est également le symbole de la fragilité des normes sociales en tant qu'elles sont culturellement et donc artificiellement bâties. Voilà.
Merci beaucoup. J'ai terminé. Super. Merci Charlotte. Merci. C'est extrêmement dense et riche. Peut-être que vous avez des réactions, vous pouvez réagir dans un premier temps ou poser une question, demander une explication. Je coupe mon micro et je vous laisse faire. Merci. Merci. Allez-y, Bon, tout est clair. ouvrez le micro si vous voulez parler et poser la question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, Françoise. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci, merci au service de l'Université de Canopée et merci à Charlotte, bien sûr, pour cette De rien. conférence bien dense. Donc, moi, j'ai envoyé un petit signe pour applaudir. C'était effectivement C'est gentil. très riche et très intéressant. Ben, Charlotte, comme d'habitude, très brillante, je tenais à le dire. Voilà. C'est gentil, merci. Alors, évidemment, on est sur une problématique fort, j'allais dire, fort brûlante, hein, puisque la question de la femme, des droits de la femme, des stéréotypes, des archétypes même, est au cœur de nos interrogations au quotidien. Alors moi, je vais toujours être un peu provocatrice, tout le monde le sait, donc je vais ennuyer un peu Charlotte avec une question. Vous avez raison. Est-ce qu'à votre sens, il y a une Scheherazade ou des Scheherazades corse? Oh, ben, quelle question. Alors, c'est vrai que vous m'embêtez là, comme à votre habitude. Disons Juste que... pour faire avancer le débat. Oui, je sais bien, je plaisante. Est-ce qu'il y a une Scheherazade corse? Écoutez, je ne sais pas, mais je pense que, en tout cas, dans notre culture, qui est évidemment aussi, avant d'être corse, une culture méditerranéenne, les histoires, les mythes ont une place prépondérante. Alors, je ne saurais pas symboliser Scheherazade en Corse, mais en tout cas, je pense qu'on peut énormément se retrouver dans cette culture arabe ou du Maghreb, où la parole a valeur de transmission, d'éducation, d'évolution, si l'on veut. Et donc, moi, je pense que culturellement, il y a Scheherazade, effectivement, en Corse, mais lui donner une figure, je ne saurais pas le faire, non. Ouais, une figure pas forcément, j'allais dire, incarnée, hein. Ça peut être une figure dans la littérature, par exemple. Est-ce que vous en voyez, par exemple? Non? Non, franchement, non. Ouais, bon. Bon, elle va peut-être émerger tôt ou tard, hein. C'est vrai que pour l'instant, on est encore work in progress. Oui. Hein. Mais je voulais juste signaler une chose, parce qu'on est quand même dans un pays, enfin moi je l'ai écrit comme ça, qui adore les vierges, qui vénère la Vierge. Et Ah donc, oui, évidemment. ben oui, mais comment on peut articuler tous ces archétypes-là sur un si petit territoire? Mais c'est une question qui est évidemment fondamentale, mais je pense que finalement, le fait qu'on soit un petit territoire donne de fait la possibilité à tous les archétypes, à tous les stéréotypes de s'entrecroiser et même de s'imbriquer. Si on parle de la figure de la Vierge, évidemment, on voit même qu'elle est jusque dans nos institutions, quand on voit que à la fac, sur le parvis de l'Université de Corse, il y a une Vierge Marie. Je pense que cela a beaucoup de sens et en dit aussi beaucoup sur notre rapport à la religion, sur la laïcité particulière que nous avons en Corse et évidemment sur le rapport
aux femmes, qui est toujours soumis d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, à ce mythe de la Vierge Marie. Très bien. Juste un point sur cette Vierge que nous avons l'habitude de citer, c'est vrai aussi, elle est bien antérieure à l'implantation de l'Université de Corse. Hein. Voilà, il faut quand même le signaler. Oui, bien sûr. Ok. Bon, merci beaucoup, Charlotte. Je laisse la parole aux autres participants, bien sûr. Merci. Bravo encore et merci. Merci. Allez-y, monsieur Santoni. Oui, bonsoir Charlotte, j'allume ma caméra comme ça tu me vois. Merci François, je me sens moins seule. Tant mieux. Oui, moi j'ai une question, bon, peut-être un peu plus, pas polémique, mais un peu plus d'actualité. J'ai vu que bon, tu as mobilisé certaines notions comme l'intersectionnalité, Oui. Qui, il y a quelques semaines, a été dénoncée par notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Notre ministre, pas un éditorialiste ou un boomer accoudé au comptoir d'un bar, comme faisant le lit d'un prétendu islamo-gauchisme qui gangrénerait l'université. Donc voilà, ma question qui est aussi une remarque, c'est si tu pouvais un peu nous expliquer la pertinence de cette notion et de son utilité pour la recherche en sciences humaines. Alors, la question porte sur quoi? Sur l'intersectionnalisme ou sur l'islamo-gauchisme? Un peu les deux. Un peu les deux. Alors moi, la pertinence, je vais commencer par le plus simple. La pertinence de l'islamo-gauchisme, je la comprends très peu. Il y en a peut-être une. Je pense que c'est simplement une expression politique et communicationnelle pour mettre peut-être des domaines de recherche dans des cases ou des prises de position militantes. Moi, je la vois vraiment comme un ressort de la communication politique. Donc, j'y accorde assez peu de crédit. Et effectivement, moi, cette enquête qui a été demandée par la ministre sur la présence d'un islamo-gauchisme dans les universités m'a beaucoup perturbée parce que je ne vois pas très bien le sens et je trouve ça triste que cette sorte de démagogie arrive jusque dans les institutions universitaires. Pour ce qui est de l'intersectionnalisme, alors moi, c'est un sujet qui me perturbe un peu. J'ai un peu de mal à saisir, à me positionner plutôt quant à cette notion. Après, je pense qu'elle est absolument fondamentale parce que pendant des années, on a, certainement pas moi, mais nombreux chercheurs et intellectuels ont fonctionné selon une logique universaliste, c'est-à-dire sans s'intéresser à des distinctions possibles, à des particularismes ou des particularités entre les individus ou entre les communautés. Moi, ce qui peut éventuellement me freiner pour ce qui est de l'intersectionnalisme, c'est le côté peut-être sclérosant, en tant que l'intersectionnalisme, finalement, peut parfois être un peu communautaire. On se souvient de ce qu'il y avait eu, les réunions militantes ouvertes exclusivement aux femmes, ouvertes exclusivement aux Noirs ou aux Asiatiques. Moi, c'est un côté qui éventuellement peut me gêner sans pour autant me déranger. Parce que je pense que tout peut s'expliquer. Tout peut s'expliquer, tout peut se comprendre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de faire évoluer la discussion au-delà des frontières de l'universel, qui est un véritable problème. Hein. On le voit par exemple pour la question de la laïcité, qui est parfois très très mal comprise. On mélange, on confond, il y a une confusion certaine entre laïcité et homogénéité,
alors même que finalement, c'est la préservation de la pluralité. Je pense que sur ces questions-ci, l'intersectionnalisme est une grande aide, mais voilà, moi, je suis un peu dubitative quant à mettre certains chercheurs ou certaines théories dans des cases X ou Y, c'est-à-dire féminisme afro, voilà, des choses comme ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, je t'ai mis un like. Ah, merci. Bon, ben, pas d'autres questions. Allez-y, posez des questions. Levez la main ou ouvrez le micro et parlez. Moi, Charlotte, je voulais juste te dire que j'avais beaucoup apprécié ta petite conférence, que j'ai bien aimé ton approche archétypale, tout ça, et du regard qu'on peut porter justement sur la femme, et particulièrement la femme arabe, et tout le côté culturel que ça peut apporter. Voilà, donc je n'ai pas spécialement de questions, mais je voulais juste te féliciter pour ton intervention. C'est très gentil, je te remercie. Oui, j'ai sollicité la parole. Bonjour Charlotte, Cesari, Marius Mas. Simplement, je voudrais vous dire bravo pour cette conférence que j'ai énormément appréciée. Moi, je reviens un petit peu sur la question qu'a formulée Madame, en premier lieu, Madame Albertine, me semble-t-il, sur une figure qui serait corse, qui pourrait représenter peut-être une Scheherazade, enfin une figure emblématique du moins de ce que vous avez développé ici en Corse. Et j'ai pensé à Colomba, tout simplement, peut-être parce que elle prend la parole elle aussi finalement, on la voit représentée bien sûr d'une certaine façon, encore une fois, comme vous pourriez vous dire, et l'avez bien dit, très très justement dit, expliqué ce soir, elle pourrait très bien être aussi un symbole justement de cet ethnocentrisme et de cette voilà, de toute cette problématique. Et je crois que c'est aussi une femme qui prend la parole pour défendre l'honneur et pour défendre l'honneur de sa famille notamment. Et finalement, la femme, c'est encore une femme qui est représentée là, et dans une figure littéraire, bien évidemment, mais dont finalement, on sait le poids qu'elle a eu sur la société en Corse à l'époque, et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui perdurent, bien évidemment, qui a donné lieu à des représentations, à des films, enfin, à toutes sortes de choses. Et donc, voilà, moi, je voulais juste proposer cette idée de Colomba, à votre jugement, peut-être. Je vous remercie. Alors, je vous remercie. D'abord, merci pour vos encouragements qui me font très plaisir. Et c'est vrai que Colomba, c'est un sujet qui est particulier, mais que je trouve très épineux. Peut-être parce qu'il nous touche directement. On a l'habitude d'entendre parler de Colomba. Moi, ce qui me gêne beaucoup chez Colomba, alors effectivement, elle prend la parole, mais c'est le rôle toujours archétypal qu'on lui donne. C'est vrai que c'est une personne de fiction qui est chargée en culture, Colomba, et que c'est un symbole. C'est-à-dire que c'est un symbole, non pas de la sensualité, ce qui effectivement fait du bien, mais sur quand même le rapport de l'archétype culturel. Parce que si elle n'est pas empreinte finalement de l'image qu'on donne des femmes en général, elle est symbole de l'archétype corse. Donc
le sujet de la vendetta est quand même très, très compliqué. Le fait qu'on en fasse une représentatrice absolue me dérange un petit peu parce que, bon, effectivement, c'est une figure corse, une figure féminine, pardon, qui fait partie de l'histoire de la Corse, mais qui est toujours qui est liée à la violence et finalement à une sorte, non pas de régression, mais je peine à trouver mon mot, je suis navrée. C'est-à-dire que Colomba, voilà, c'est la non-évolution, c'est le symbole, voilà, d'une culture primitive et dont on se moque finalement, et que le fait que cette femme soit le réceptacle de tous ces archétypes me dérange un petit peu. C'est pour ça que moi je la distingue quand même de Sherazade. Alors oui, elle a la parole, mais quelle parole? Parce que Sherazade, la parole de Sherazade est extrêmement positive, extrêmement poétique aussi. C'est une figure littéraire, mais voilà, c'est pour ça que je. Mais c'est sûr que c'est très intéressant. Oui, merci. Oh, pardon. Je vais couper la caméra. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, allez-y, ouvrez votre micro. Alors, je vous laisse clôturer, hein. Il n'y a plus de questions, donc je pense que vous pouvez clôturer l'intervention. Merci à vous, hein. Merci de l'intervention. Merci. Et je vous laisse finir, voilà. Bon, ben, écoutez, moi, je vous remercie d'avoir pris sur votre temps pour m'écouter. Et voilà, je vous libère. Encore bravo, Charlotte. Merci. Merci Charlotte. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.